Bonjour à tous, merci beaucoup, merci infiniment d'être présents à cette conférence que nous avons le plaisir d'animer aujourd'hui pour vous présenter un projet qui germe dans nos esprits chez Plume depuis 2 ans et demi maintenant et que nous sommes très heureux de voir aboutir et de voir se concrétiser en partie grâce aussi à nos partenaires qui sont présents aujourd'hui, représentés par tous nos intervenants qui ont accepté de venir parler de ce projet, de leur participation, de leur implication et de vous présenter un peu les enjeux de ce projet innovant. Comment évaluer les compétences écrites des élèves? Voici la question qui nous rassemble ce matin. Et donc c'est grâce au SGPI, au soutien de Mireille Branger, que ce projet a été rendu possible, opéré par la Banque des Territoires, et donc un dossier qui a été suivi, et on l'en remercie, par Johanna Floch, Alexandra Asmania et Alice Bouteloup, un dossier qui est repris par Marognon Guigne et que nous remercions vraiment chaleureusement pour leur accompagnement sur le montage de ce dossier. Un dossier qui a été soutenu dans le cadre du dispositif France 2030 et qui est adossé donc évidemment au dispositif TNE, Territoire Numérique Éducatif. Donc voilà, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un domaine ô combien important et primordial, l'apprentissage de l'écrit, si déterminant dans la réussite scolaire de tous nos élèves. Je vais tout d'abord évidemment passer la parole à Aude Guénaud, la fondatrice de Plume. Aude, on se connaît un peu, je vais me permettre de te tutoyer. Tu as enseigné les lettres modernes au collège pendant 12 ans. Qu'est-ce qui t'a conduit à créer Plume ? J'ai enseigné les lettres modernes pendant 12 ans avec toi, Juliette. Donc, merci à toi. Juliette donc, est la directrice pédagogique de Plume. Donc, j'ai enseigné les lettres modernes pendant 12 ans. Qu'est-ce qui m'a conduit à créer Plume ? En fait, je me retrouvais dans une situation assez paradoxale. Tu préfères que je prenne celui-là ? Je me retrouvais dans une situation assez paradoxale, qui est que j'étais dans un contexte que tu connais, avec des élèves en fragilité, donc dans la cité scolaire du Corbusier, dans les Yvelines. Et on avait beaucoup d'élèves avec des profils très différents, des enfants allophones, des enfants avec des troubles des apprentissages, des enfants en réussite, des enfants en décrochage avec des difficultés scolaires, la diversité scolaire telle que vous la connaissez sans doute. Et je me suis rapidement rendu compte que la façon dont j'enseignais la production d'écrit était totalement insatisfaisante. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on enseigne la production d'écrit et qu'on est un professeur de lettres, par exemple en 6e, comme c'était mon cas? En fait, on donne des rédactions, on corrige énormément, ça prend énormément de temps. Et ensuite, on rend les copies à nos élèves qui se précipitent sur la note, pas du tout sur nos feedbacks. Et on continue, bonhomme allant, toute l'année à faire des leçons de grammaire, de langue, etc. En fait, la difficulté qu'on rencontre, c'est que on n'a pas de moment où on est en capacité d'agréger en fait des données sur les caractéristiques du scripteur que sont nos élèves. Les élèves, eux, associent énormément la situation rédactionnelle à une situation d'évaluation, souvent une évaluation qui est sommative, donc du coup qui n'est pas du tout formative. Résultat, nos élèves n'ont pas de temps d'enseignement explicite de la production d'écrit. Et c'est un temps d'enseignement en fait qui leur fait défaut et qui devient extrêmement inégalitaire, puisque évidemment dans les CSP+, il y a ces temps de réinvestissement de l'écrit qui permettent de renforcer les compétences écrites. Du coup, l'apprentissage de l'expression écrite devient très compliqué et malheureusement, et du coup Thierry en parlera bien, il y a des directes corrélations entre le profil d'un scripteur, les compétences scripturales d'un enfant et sa trajectoire scolaire. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé Plume. Je voulais comprendre comment bien enseigner l'expression écrite et je voulais aussi comprendre comment tirer profit de cet enseignement pour aider tous les élèves. Voilà. Super, merci beaucoup. Et très rapidement, tu as eu cette volonté chez Plume de te rapprocher du monde de la recherche et d'aller chercher ce qu'on pouvait trouver de mieux en termes d'expertise sur l'apprentissage de l'écrit. Et donc très rapidement, tu as cherché à entrer en contact avec Thierry, qu'on a eu le plaisir donc de rencontrer en 2019.
Oui, exactement. C'était à l'occasion du label EduUp qu'on a obtenu après plusieurs échecs. J'ai commencé à insister un petit peu auprès de Thierry, à lui envoyer des mails assez rapprochés, plus des coups de téléphone, pour qu'il accepte de me parler. Mais dans le respect de la loi, bien évidemment. Et finalement, Thierry a bien voulu me parler. Pourquoi c'est important? Parce que je crois que c'est pas parce qu'on fait un outil numérique en fait que il a un impact pour nos élèves. Donc ça, c'est très très important d'en avoir conscience. Le numérique, c'est pas parce que c'est du numérique que c'est soutenant et aidant dans les compétences d'apprentissage de nos élèves. Donc je pense que de porter un regard attentif à ce que dit la science et comment vraiment s'adosser à des processus cognitifs avérés, etc., c'est hyper important. Et c'est dans ce cadre que donc, j'ai contacté Thierry, qui est dans l'équipe écriture et qui est au CERCA, au CNRS à Poitiers. Et donc Thierry, la transition est toute trouvée. Qu'est-ce qui t'a convaincu de travailler avec nous chez Plume? Oui, merci Juliette. Donc, Thierry Olive, directeur de recherche au CNRS. Alors, je ne vais pas dire que ce sont les tentatives répétées d'Aude qui m'ont convaincu, mais alors, tout d'abord, l'écriture, c'est mon champ de recherche. Ça fait quelques décennies, on va dire, que je travaille sur l'écriture et sur l'aspect cognitif. Donc, j'essaie d'évaluer les processus cognitifs qui sont mis en œuvre lorsqu'on écrit, et j'essaie aussi de comprendre comment les enfants maîtrisent ces stratégies cognitives et qui peuvent être aussi inconscientes, qui ne sont pas forcément contrôlées, et quelles sont ces stratégies qu'ils mettent en œuvre. Et c'est vrai qu'après plusieurs échanges avec Aude, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a plusieurs startups, plusieurs sociétés qui m'ont contacté, et ça passe, il faut qu'il y ait une relation humaine, évidemment aussi. Il y a quelque chose qui est passé, mais il y a surtout un point qui m'a particulièrement touché avec la démarche de Plume il y a quelques années. C'était Plume travailler sur le plaisir d'écriture. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont une appréhension à écrire, y compris des adultes, et que c'est cette appréhension à écrire qui va déterminer la suite des apprentissages à l'écrit et, bien entendu, la suite des apprentissages scolaires, puisque l'activité d'écriture est transversale aux apprentissages. Et donc, ce que je me suis dit lorsque j'ai vu l'application Plume, c'est qu'on n'était pas dans une approche qui visait à apprendre tel aspect d'écriture, telle dimension, l'orthographe en particulier, comme on trouve souvent, mais qui voulait simplement rendre le plaisir d'écrire aux enfants. Et je me suis dit, ça, j'adore. Et on a donc commencé à travailler, on a commencé à discuter sur ces questions-là pour arriver finalement au projet de recherche qu'on va décrire un tout petit peu. Ce projet de recherche, il a émergé dans nos esprits depuis vraiment de nombreux mois, voire années maintenant. Et c'est à Poitiers que tout s'est concrétisé lorsqu'on s'est retrouvé au Futuroscope en ta présence, Thierry, et à un moment où on réfléchissait sur comment innover dans la forme scolaire. Et donc, c'est à ce moment-là que le projet a émergé dans nos esprits. Qu'est-ce qui en a été à l'origine? Est-ce que vous pourriez expliquer? En fait, ce qui est très décisif, c'est de comprendre que le temps dédié, et les enseignants sont là pour en parler, le temps dédié à l'apprentissage explicite de l'expression écrite, il est extrêmement réduit. Donc ça, c'est une chose dont il faut bien prendre conscience. Et pourtant, ce temps, il est absolument nécessaire. Les enseignants n'ont pas forcément la connaissance, et tu pourras en parler, mais des bons gestes enseignants autour de la production d'écrits, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément évaluer, tout corriger, etc. Il y a vraiment des bonnes pratiques de recherche qu'on peut porter auprès de nos collègues autour de l'apprentissage de l'expression écrite, qui est souvent vécu comme douloureux, et moi je le vivais comme quelque chose de très difficile. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à écrire sur ce projet. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, les caractéristiques d'un écrit d'enfant changent tout au long de sa scolarité. C'est-à-dire que le profil de scripteur, c'est ce dont on va parler, il diffère au CP, au CE1, etc. En fait, il y a de très nombreuses composantes, dont l'automatisation de la lecture, l'affluence, etc., qui rentrent en ligne de mire. Et toutes ces composantes, elles sont assez compliquées à déterminer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur le projet.
Oui, effectivement. D'un point de vue cognitif, l'écriture, c'est ce qu'on appelle une activité cognitive complexe. Elle va impliquer tout un tas de composantes qui sont spécifiques à l'écriture, mais aussi des connaissances qui peuvent être non spécifiques à l'écriture. Et tu viens d'en citer une, c'est la lecture et la compréhension. Par exemple, lorsque l'enfant veut réviser son texte, il faut qu'il sache se relire et qu'il ne faut pas qu'il soit bloqué par des problèmes de lecture. Mais il faut aussi qu'il puisse aller lire des sources pour récupérer des informations, les insérer dans ses écrits. Et l'idée qui a émergé petit à petit au fur et à mesure de nos discussions, ça a été d'aller vers des profils, mais c'est à ce moment-là que les deux questions, les deux intérêts se sont joints. Je travaille sur ce qu'on appelle, moi, le temps réel. Le temps réel, c'est-à-dire que j'enregistre l'activité des rédacteurs, des scripteurs, et à partir de ce que j'enregistre, je vais vous expliquer comment, j'essaie de repérer des variables, des mesures, des dimensions qui vont me permettre de comprendre ce qui se passe. Quand je dis que j'enregistre, en fait, on a des outils que l'on a développés pour la recherche qui nous permettent d'analyser ce que le rédacteur fait. Et quand je dis enregistrer, c'est pas enregistrer ce qu'il est en train de dire ou le filmer. Ce sont des outils, lorsqu'on frappe au clavier, lorsqu'on écrit avec un stylo, qui sont transparents pour l'enfant et qui nous permettent d'enregistrer des accélérations, des vitesses, des pauses. Et il se trouve que la psychologie cognitive de l'écriture travaille depuis 30 ans maintenant sur ces questions-là. Sur qu'est-ce qu'une pause, la localisation des pauses, que traduisent ces pauses, que traduisent les accélérations. On peut penser à ce que vous connaissez très bien, qui est l'affluence en lecture. L'affluence, c'est une variable qui est très corrélée avec le devenir de l'enfant en compréhension. On a des connaissances qui sont à peu près similaires en écriture, mais qui ne sont pas encore allées dans l'éducation, qui ne sont pas encore allées vers les sociétés, et qui sont même en train de naître. Et donc l'idée très simple a été de se dire, est-ce que, via Plume, qui utilise la frappe au clavier, et qui donc est un moyen très facile d'enregistrement, puisqu'il suffit d'avoir un logiciel qui derrière enregistre la chronométrie de toutes les actions. Alors après, avec de la reconstruction, il ne suffit pas d'enregistrer. On a des milliers de données lorsqu'on enregistre, c'est pas simple. On a l'habitude, on a des scripts de traitement, on a des façons de regarder des variables, on reconstruit des variables. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'en essayant de repérer l'activité même de transcription, d'écriture, les pauses, les vitesses, les accélérations, on ne pourrait pas repérer des profils de scripteurs, et en particulier des profils qui seraient liés à leur niveau d'acquisition et de compétences rédactionnelles. Et le projet est parti de cette pas simple réflexion, mais de cette discussion que l'on a eue dans le cadre du colloque In Fine à Poitiers, effectivement. Et à partir de là, l'idée a germé, le temps qu'on dépose, qu'on réfléchisse au dossier, le projet soit déposé. Et maintenant, on est heureux puisqu'on est tous là pour pouvoir vous présenter ce qu'on va faire. Je crois que tout le monde partage aussi ce constat selon lequel donc, les évaluations nationales portent évidemment un angle mort assez conséquent sur l'évaluation des compétences écrites. Et ce qui nous a aussi rassemblés et convaincus de nous lancer dans ce projet, c'est que c'est toutes les perspectives en termes d'innovation pédagogique que pourrait apporter ce projet à l'élève, à l'enseignant, à la famille de l'élève, mais aussi à l'institution tout entière, parce que c'est bien aussi ce manque que ce projet va tenter de combler sur l'évaluation des compétences écrites. Nous en reparlerons. Élodie Camot, enseignante, conseillère pédagogique départementale. Tu représentes l'Académie de Montpellier et on tient à souligner que l'Académie de Montpellier a été vraiment la première à soutenir ce projet, à y croire, à nous dire on ne pourra pas y aller tout de suite, mais on en sera, c'est une certitude. Vous avez été très très aidant dans tout le montage du projet. Vous avez vraiment été dans une démarche proactive et vous nous avez beaucoup soutenus. Donc merci pour ça. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans l'académie et qu'est-ce qui a pu résonner en toi, Élodie, pour vous décider à participer à ce projet ? Alors, je reprendrai déjà les mots que vous avez utilisés. On a parlé d'angoisse d'écriture. On a parlé de charge de travail pour l'enseignant pour corriger les productions d'écrit. On a parlé aussi du retour de l'élève sur la lecture de sa propre production d'écrit. Et tout ça fait un tout, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, donc, avant d'être conseillère pédagogique départementale au numérique, j'avais une classe de CM2, donc, où la production d'écrit a quand même pas mal sa place.
Et déjà à l'époque, je vous parle il y a une dizaine d'années de cela, un peu plus peut-être, je m'étais moi aussi mis tous ces aspects-là en œuvre, et je me disais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça à faire de la production d'écrit, il faut trouver une solution. À l'époque, on était à l'émergence du numérique vraiment dans les classes. Et j'ai essayé de trouver une solution bricolée, hein, comme on fait au début, mais qui, pour ma part, j'avais trouvé un peu un écho, je trouve aujourd'hui un écho, on va dire, dans Plume. Et à l'époque, on a des élèves qui aiment écrire. Il y en a quand même, faut savoir le dire. On en a d'autres qui n'aiment pas la page blanche, surtout pas. Et en fait, je suis partie de ce principe-là. Et j'ai fait des binômes dans ma classe, ce qui veut dire que j'ai mis un élève qui était assez imaginaire pour savoir quoi écrire dans une production d'écrit, avec un élève qui n'avait pas du tout d'idée de quoi écrire. Et lui, par contre, son rôle, ce n'était pas d'écrire à partir de la page blanche, mais c'était d'approfondir l'écrit de l'élève avec qui il était. Alors, comment on faisait ? Tout simplement 2 ordinateurs, une page d'écriture collaborative. Et donc, du coup, il y avait une première production d'écrit qui était faite par l'élève qui avait l'idée. Et l'autre, si je vous dis par exemple le petit chat court dans le jardin, il rajoutait le jardin avec des arbres et il courait autour de la piscine, je sais pas. En fait, il utilisait les idées de l'autre élève pour pouvoir argumenter et étayer, on va dire, le travail du premier élève. Et plus aussi par rapport, je reviens maintenant sur la partie correction de l'enseignant qui, pour avoir interviewé une enseignante qui participe à ce projet la semaine dernière, m'a fait aussi remonter cet aspect-là qui était du temps pour lequel l'enseignant passait à corriger. Et en plus de ça, m'a fait parvenir de sa frustration sur le fait que on passe nous du temps à corriger les productions écrites de l'élève en pensant les aider et, comme a dit Aude, sur les encourager à produire de l'écrit. Sauf que la première chose qu'ils regardent, c'est combien j'ai fait de fautes d'orthographe. Et ils regardent la note, comme tu as dit, et ils regardent combien on a fait de fautes d'orthographe, et on regarde l'orthographe. Ce qui veut dire que, pareil, même principe, à l'époque, moi j'avais fait... Alors ça a été compliqué à faire passer aux parents, je vous l'avoue, parce que c'est vrai que les parents aussi, ils ont un regard sur la note et sur l'écrit, mais en termes de... la première chose qu'ils vont regarder dans une production d'écrit, c'est « Ah dis donc, t'as fait énormément de fautes d'orthographe sur cet écrit. » On s'en fiche. C'est pas le propos, c'est pas le travail. Donc là, c'est pour ça que Plume, on va travailler justement sur les compétences vraiment proprement dites de l'écrit et pas les compétences orthographiques. Moi, au final, dans ma classe, j'avais arrêté, je ne corrigeais pas du tout les fautes d'orthographe. Et je lui dis non, on ne regarde pas ça. On le met de côté et on va regarder uniquement sur les compétences de l'écrit. Donc là, on est vraiment dans le cadre de Plume, on est vraiment sur un travail sur la compétence écrite, sur les stratégies cognitives des élèves qui sont derrière, adossés à ça, et on va essayer de mettre de côté j'ai bien dit essayer parce que pour les parents ça va être encore un peu compliqué je pense, mais de mettre de côté l'aspect orthographique et grammatical de l'écrit en leur disant ça c'est travaillé un peu de côté, de la même manière quand on travaille dans un cahier d'écrivain ou quand on travaille dans un cahier d'expérience. C'est pareil. C'est difficile à faire comprendre aux parents que l'orthographe n'est pas travaillée, mais si on les prévient au départ, mais même en les prévenant au départ, moi je l'avais fait, c'était compliqué. Mais bon, si on prévient au départ en disant attention, on va travailler l'écrit de cette manière et votre enfant va travailler de la production d'écrite en travaillant sur ses compétences qui sont vraiment adossées à l'écrit et pas des compétences orthographiques. Il faut prévenir les parents avant et je pense qu'on va aller sur un superbe travail qui va nous permettre de valoriser la production d'écrit d'une part, de faire en sorte que les élèves vont aller plus loin dans leur production d'écrit et leur donner aussi, comme tu disais, le plaisir d'écrire, ce qui est très important. Et l'orthographe, excusez-moi l'expression, mais on s'en moque dans ce cadre-là.
Merci beaucoup. Et quand on a préparé cette conférence, je t'ai demandé si, en tant que conseillère pédagogique, tu observais beaucoup de pratiques de classe autour de la production d'écrits. Et c'est un sujet que Christophe pourra aussi aborder en tant qu'IEN, bien sûr. Et tu disais, et Christophe avait le même constat, qu'effectivement, c'est un domaine qui était difficile pour les élèves, mais très difficile aussi pour les enseignants, qui les mettaient en difficulté, et que par conséquent, c'est un domaine qui était peut-être peu enseigné ou pas suffisamment enseigné, et c'est ce que pointe aussi le dernier rapport de l'IGSR, évidemment, qui pointe aussi ce manque-là. Je ne sais pas si tu voulais reboucler. Non, juste dire que, comme a dit Aude, elle a très bien donné le bon adjectif. C'est douloureux pour les enseignants, l'expression, la production d'écrit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans un premier temps, c'est douloureux parce que le retour qu'ils en ont de leurs élèves n'est pas positif, puisqu'ils s'attendent à avoir des choses que, des fois, on a souvent tous entendu « Maîtresse, combien de lignes ?» Non, pas combien de lignes, quoi. J'essaye, quoi. J'ai envie d'écrire, j'écris, on s'en fiche de combien de lignes, c'est pareil. Et donc, du coup, c'est douloureux. Et puis après, on est d'accord aussi, il faut être clair que si l'élève fait 3 ou 4 pages et qu'ils font tous 3 ou 4 pages et qu'on a 30 élèves dans la classe, c'est aussi douloureux en termes de correction à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup. Merci évidemment à l'Académie de Montpellier qui nous a suivis dès le début de ce projet, et merci aux 3 autres académies qui nous ont rejointes, parmi lesquelles l'Académie de Nancy-Metz, avec laquelle on a le plaisir de travailler depuis quelques années déjà. Et donc Adriano Lanzerotti, qu'est-ce qui a pu résonner au sein de votre académie ? Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire partie de cet ambitieux projet ? Nous, dans l'Académie de Nancy-Metz, en fait, ce projet s'inscrit parfaitement dans notre feuille de route. Nous avons une tradition, c'est d'accorder une grande place à tous les projets de recherche en e-éducation. Notre objectif, c'est de créer un socle numérique qui vienne soutenir les enseignants et proposer des outils qui soient vraiment utiles aux élèves. Et donc depuis quelques années, nous avons au sein de la DRAN un département qui s'appelle l'incubateur de la recherche. Depuis 2017, l'incubateur de la recherche a soutenu 56 projets de recherche en e-éducation, dont certains sont aujourd'hui dans les classes et bénéficient aux élèves. Cet incubateur de recherche, nous l'avons avec de nombreux chercheurs de l'Université de Lorraine ont rejoint cet incubateur. Nous travaillons également avec des psychologues, avec des spécialistes dans l'UX design. Mais c'est surtout une communauté de plus de 2600 enseignants. Ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de réunir les chercheurs d'un côté et les enseignants de l'autre et d'aller au plus proche des classes et des besoins des enseignants. Alors, parmi les partenaires, nous avons bien sûr les chercheurs, mais nous avons aussi la EdTech. Et c'est dans ce cadre-là que le projet avec Plume nous intéresse particulièrement, puisque ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on a repéré Plume, puisque le thème de travail, c'est les compétences fondamentales des élèves, ce qui s'inscrit dans notre feuille de route académique. Et donc lorsque ce projet de recherche-action s'est présenté à nous, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a décidé de s'en saisir. Alors on a décidé de mobiliser 30 enseignants sur le TNE des Vosges, 30 enseignants du premier degré et du second degré, ce qui fera plus de 700 enseignants pour notre académie. Et donc l'idée, c'était aussi de ne pas garder la recherche uniquement dans les grandes métropoles, mais vraiment d'aller au cœur des territoires. Et ça, c'est aussi un axe important de notre académie, ce maillage territorial, encore une fois, pour être à l'écoute des besoins des enseignants et puis proposer des outils innovants dans les classes.
Merci beaucoup. On va peut-être donc maintenant, effectivement, que les constats commencent à être bien posés, pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment enseigner l'écrit et comment l'évaluer, quoi évaluer. Je vais donc te redonner la parole, Thierry, pour que tu puisses expliquer en quoi vont consister les travaux de recherche qui seront menés sur les 3 années de ce projet. Oui. Alors, pour expliquer la recherche qui va être faite, il faut repartir du début de la discussion que l'on a eue et aussi du contexte. Le contexte, c'est le numérique. Plume est une application, donc ça, c'est pas la peine de le dire. C'est du numérique, mais derrière le numérique, il y a, ce que vous savez tous, une certaine ambition, qui est une ambition de pouvoir personnaliser. On a beaucoup parlé de ces questions-là. Comment est-ce qu'on pourrait personnaliser l'enseignement qui va être apporté à l'enfant ? Et la question de la personnalisation, c'est évidemment la question de la définition du scripteur que l'on a en face. Comment est-ce que l'on va caractériser, que l'on va définir le scripteur, l'enfant que l'on a en face, que ce soit pour un enseignant, que ce soit pour l'enfant lui-même, ou que ce soit même pour la famille, pour savoir un petit peu où se situe l'enfant dans un cadre de référence de compétences. Alors, si je parle du numérique, c'est aussi pour une seconde chose. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'enregistrement de l'écriture. Effectivement, lorsqu'on est dans du numérique, c'est beaucoup plus facile d'enregistrer des activités, surtout que c'est par rapport à ce qu'on dit souvent, la psychologie expérimentale qui serait un petit peu décalée de la réalité, qui ferait de l'expérimentation. L'avantage de l'enregistrement de l'écriture, c'est que c'est complètement transparent pour l'enfant. L'enseignant peut lui demander d'écrire, il va faire ce qu'il a à faire, et derrière, un logiciel tournera sans rien demander de spécifique à l'enfant. Le logiciel va enregistrer ce qui va être fait. Et à partir de là, on s'est dit, d'accord, on va pouvoir sans doute, d'une part, personnaliser l'enfant. Mais pour pouvoir personnaliser personnaliser l'enseignement. Mais il faut repérer l'enfant. Il va falloir le positionner. Et on s'est dit, il va falloir donc passer aussi par un test de positionnement. Et quand on met ensemble toutes ces questions-là, on est arrivé à définir un projet de recherche qui est finalement assez simple tout en étant complexe. Alors pourquoi assez simple ? Parce qu'il va reposer sur l'enregistrement d'écriture. Toutefois, on s'est dit, il y a une deuxième dimension qui doit intervenir, c'est que si on veut positionner l'enfant, si on veut avoir des informations sur l'enfant, il faut aussi que l'enseignant ou la famille ait des informations. Donc ce qu'on appelle des feedbacks. Des feedbacks qui peuvent être adressés soit à l'enfant, encore une fois, soit à la famille, soit aux parents. Si on donne des feedbacks, il faut que ces feedbacks soient caractérisés à partir d'une certaine mesure, au sens très, très général. C'est-à-dire que si on dit à un enfant, par exemple, tu n'as pas encore assez révisé ton texte, il faudrait que tu le révises plus. Il faut que ce soit basé sur l'objectivation de l'absence de révision. Alors la révision, pour nous, dans un enregistrement d'écriture, c'est un retour au dernier, à un avant-dernier caractère, tout simplement. N-2, à partir du N-2 caractère, on révise. C'est tout simplement pas l'ajout d'un texte. Donc vous voyez, parfois, c'est très très simple d'aller cibler une dimension. Il suffit de regarder comme une fois l'enfant est reparti dans son texte en arrière. Mais on s'est dit en même temps, et tu l'as dit, Juliette, il nous manque un positionnement. Et là, c'est là que le projet est parti. On s'est dit, mais finalement, on va faire deux choses à la fois. Il va y avoir de l'expérimental, classique, c'est-à-dire que je vais travailler dans des écoles en ayant des enfants qui viendront dans un endroit, dans une classe assez isolée, où il sera seul, dans ce qu'on appelle, nous, des box expérimentaux, où on va le mettre dans des tâches très contraintes, très définies. On va collecter les textes avec nos outils classiques de l'expérimentation en psychologie cognitive. On va faire des analyses statistiques pour essayer d'aller repérer des variables qui seraient les mesures les plus indicatives de la performance de l'enfant. Et puis à côté de ça, il y a toutes les académies qui sont impliquées. Alors là, mon œil de chercheur, évidemment, s'est grand ouvert. Et puis il y a eu un petit signal dans mon esprit qui a dit, mais il va y avoir des milliers de données. Et la donnée, pour nous, est une richesse, évidemment. Et en fait, l'originalité de ce projet, c'est que ça va être, d'une part, une approche expérimentale et d'autre part, le traitement de données qui vont arriver directement des enregistrements qui seront faits sur le terrain. Alors l'expérimental va permettre de pister dans des cadres très contrôlés quelles sont les variables de qualité les plus pertinentes. Et puis on va aller regarder si les variables que l'on a décelées, nous, d'un point de vue expérimental, sont aussi des variables qui sont pertinentes dans le cadre de l'utilisation en classe, donc dans le cadre d'un passage à l'échelle.
Et on va pouvoir regarder si effectivement ces variables sont les mêmes. Et puis on va profiter qu'on fait de l'expérimentation pour aller regarder des questions qui sont beaucoup plus grandes et qui m'intéressent moi aussi dans le cadre de mon activité de recherche. C'est la comparaison des performances et des stratégies cognitives dans le cadre d'une rédaction sur ordinateur et sur papier-crayon. En plus, il y a quand même encore des enfants qui écrivent sur papier-crayon. Et puis très souvent dans les classes, malgré tout, les enfants écrivent sur papier-crayon. Et lorsqu'ils doivent rédiger des textes, une rédaction, lorsqu'ils doivent écrire dans le cadre scolaire, ça reste malgré tout sur papier-crayon. Et donc, on va faire ces comparaisons-là. Vous voyez que le projet, il va demander à la fois du traitement expérimental, donc avec un groupe de recherche. Le financement que l'on a obtenu va me permettre de recruter un doctorant, un ingénieur et aussi un post-doctorant. Donc on va monter un vrai groupe de recherche qui va travailler pendant 3 ans à Poitiers sur ces questions-là. Et en même temps, on va travailler avec Plume et le data scientist de Plume qui va mettre le moteur d'enregistrement dans l'application Plume et aussi un moteur statistique qui va pouvoir calculer toutes les variables et toutes les mesures que l'on va pouvoir faire. Donc le projet, vous voyez, pour 3 ans, ça semble assez énorme, ça semble assez immense. Et donc, évidemment, quand on a réfléchi sur le projet avec Aude et Juliette, il a fallu que j'impose un petit peu mes conditions d'emblée, avec le sourire bien évidemment, en disant attention, si on part sur un projet comme ça sur 3 ans, je ne peux pas partir seul, il faut monter une vraie équipe de recherche. Et donc, Aude m'a dit, OK, pourquoi pas, on va répondre à l'appel, alors je ne sais plus comment s'appelait cet appel, c'est coup de cœur TNE, et on va voir si on peut être financé. Et on a effectivement reçu ce financement, et donc les recherches vont commencer très bientôt là. Ça va être un projet qui va être long. Et ce que l'on va faire, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est fondamental, c'est qu'il va y avoir aussi un suivi longitudinal de certains enfants. Puisqu'il ne suffit pas de repérer à un moment donné telle variable comme étant prédictive des compétences rédactionnelles, il faut vérifier qu'elle est bien prédictive. Et donc il va falloir collecter des variables à un temps t, et puis à un temps t plus 1, voire t plus 2, aller vérifier que cette variable a bien prédit l'évolution des enfants, ce qui va nous permettre de façon très générale aussi de produire, on l'espère, un test de positionnement. À la fin de ces travaux de recherche, on aura collecté suffisamment de données, on aura calculé suffisamment de statistiques pour pouvoir avoir une connaissance des meilleures variables prédictives. Et donc, on pourra calculer ce qu'on appelle en statistique les distributions statistiques de ces variables. Et on pourra donc positionner les enfants. Et probablement que d'ici quelques années, dans Plume, lorsque l'enfant commencera à faire ses premiers écrits, on pourra avoir un feedback qui reviendra directement en disant l'enfant se trouve plutôt dans un groupe tel ou tel groupe, plutôt en avance, plutôt en retard ou plutôt en décalage par rapport au groupe de référence, ce qui va permettre à la fois de suivre les enfants, de leur donner des feedbacks et de les positionner. Merci beaucoup Thierry, parce que c'est effectivement un projet qui se veut bénéfique, évidemment, pour apporter tout un tas d'éléments qui vont étayer la pratique enseignante. Ce positionnement, mais aussi évidemment l'élève in fine qui pourra bénéficier de conseils en temps réel et de ce dont il a besoin à tout instant pour pouvoir progresser et développer ses compétences. Et donc puisqu'il est question d'élèves, évidemment il est question d'enseignants, et ce sont 330 enseignants qui seront impliqués sur ce projet sur ces 3 années, grâce donc à l'implication de 4 académies. Et donc, comme ce projet a été repéré dans le cadre du dispositif TNE, Territoire numérique éducatif, dont nous sommes lauréats d'un marché avec Plume, et donc nous avons la chance déjà de travailler sur ces 12 départements. Et donc, il était assez naturel finalement et vraiment une belle opportunité, ça constitue une belle opportunité de pouvoir faire participer les enseignants au sein de ces territoires. Christine Bach, merci beaucoup d'être là ce matin. Qu'est-ce que peut apporter ce projet de recherche-action au dispositif TNE ? Merci pour cette présentation. Donc Christine Bach, moi je suis déléguée régionale académique au numérique éducatif en Bretagne. Je représente l'Académie de Bretagne et en particulier le département du Finistère qui bénéficie de ce territoire numérique éducatif. Et qui va concerner environ 50 enseignants à peu près dans les statistiques qui ont été relevées. Ce que je voulais dire d'abord pour le dispositif territoire numérique éducatif, d'abord derrière il y a Faire Territoire. Donc on travaille ensemble avec des partenaires. La plupart du temps, on est autour. Moi, je suis plus enseignante, mais je l'ai été pendant très longtemps. J'ai été directrice d'école, j'étais dans le premier degré, j'ai été formatrice. Maintenant, j'ai été aussi inspectrice. Maintenant, je suis conseillère de recteur sur le numérique éducatif.
Bon, c'est peut-être un peu moins lisible comme métier, je ne sais même pas si c'est un métier, mais en tout cas, notre utilité, c'est de pouvoir travailler autour du triptyque enseignant, élèves et parents. Et je mets sciemment les élèves au centre parce qu'il est extrêmement important que les élèves soient vraiment au centre de ce travail que nous allons mener avec Plume. Et j'espère qu'il n'en sera jamais oublié, quelle que soit l'utilisation que nous ferons du procédé d'écriture. Thierry, tu as parlé d'écriture de clavier, tu as parlé d'écriture crayon, d'écriture papier, d'écriture tablette avec le stylet aussi. Il y a de multiples façons aujourd'hui d'écrire. On écrit pour mémoriser, on écrit pour raconter, on écrit pour envoyer des messages à quelqu'un. Donc il faudrait qu'il y ait un destinataire aussi. Écrire sans faute, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible pour tous les adultes qui sont ici présents, parce qu'on est toujours obligé aujourd'hui de repasser par une lecture avec le clavier, parce que forcément les coquilles, elles sont de plus en plus nombreuses. Et on appelle bien ça des coquilles. C'est curieux qu'on appelle ça des coquilles quand on devient adulte et qu'on appelle ça des fautes quand on est petit. C'est un peu dommage quand même. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire autour de cela aussi. Et ce que je voulais dire sur le TNE, c'est qu'on a la possibilité de, comme on l'a eu pour les P2IA, il y a ici des personnes qui sont présentes qui ont utilisé aussi d'autres EdTech sur l'écriture notamment. C'est monter en compétences collectives au niveau des enseignants, des élèves et même des parents, parce que généralement on est obligé de les informer. Il faut quand même qu'ils sachent ce qui se passe dans les classes. Et le TNE permet tout cela. Donc Réseau Canopé est ici présent, on travaille aussi avec eux dans la formation. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Quand on écrit à la main, quand on écrit au clavier, on ne travaille pas les mêmes, je ne sais pas à Thierry que je vais apprendre ça, mais on ne travaille pas les mêmes compétences. On a quand même l'aspect kinesthésique qui est extrêmement important pour l'écriture à la main. Et ici, on le voit, il y en a qui écrivent au papier et qui écrivent au clavier. Je voulais également dire que dans le département du Finistère, et puis tu vas en parler tout à l'heure, on a aussi réfléchi dans la plupart des TNE, dans les 10 TNE actuellement, à l'essaimage. Parce que c'est aussi une démarche académique. On ne travaille pas que pour un seul département qui est bénéficiaire, on travaille aussi dans une démarche académique. Donc on essaie de faire bénéficier tous ces travaux qui sont mis en place pour toute l'académie. Donc ça, c'est important de penser aussi à l'essaimage et faire profiter aux autres départements aussi d'une académie toute cette démarche. Alors ici, dans le Finistère, nous on n'a pas en Plume, ça nous a parlé parce que le TNE nous a permis de mettre en place une plateforme qu'on appelle Porte-Plume. Tu vois, ça va venir compléter le travail autour de Plume. Alors Porte-Plume, c'était donner l'occasion aussi de publier pour les élèves quand ils font des projets. Voilà, ils vont accueillir l'équipe de Plume dans leur classe avec les enseignants. Eh bien, ils vont les voir, ils vont voir ces personnes-là qu'ils ne connaissent pas. Comment vont-ils parler de ce qu'ils ont travaillé en classe ? Eh bien, on a eu la possibilité, grâce au dispositif TNE, de mettre en place une plateforme. On a fait l'ouverture d'un marché qui va permettre aux élèves, sous la médiation de l'enseignant, d'écrire directement sur ce qu'ils vivent dans leur projet en classe. Voilà. Donc une plateforme de publication ouverte qui n'existe pas aujourd'hui. Nous, on a un professeur de lettres dans le Finistère qui s'appelle Jean-Michel Lebeau, que la plupart connaissent d'entre vous parce qu'il est souvent sollicité, qui a créé ce qu'on appelle, il a appelé ça l'ardoisière. Et il travaille avec les lycéens, il est professeur de lettres en lycée, et il travaille avec les lycéens et les lycéennes sur du cavardiage d'œuvres littéraires, et il les fait écrire tous les jours. Et c'est absolument magnifique de lire ce qu'il arrive à faire écrire par ces lycéens. Et donc ça, c'est écrire pour le plaisir, ce que vous avez dit pendant toutes vos interventions. Je tenais à rendre hommage à Jean-Michel parce que c'est lui qui s'est emparé en tout premier lieu de cette plateforme Porte-Plume. Et allez voir en ligne, porteplume.app, et vous verrez que c'est d'une facilité déconcertante d'écrire sur ce qu'on fait, sur ce qui nous fait plaisir. Donc le recteur Emmanuel Etis de l'Académie de Bretagne s'était engagé déjà lorsque vous avez présenté le projet Innovation Forme Scolaire, écrire pour réussir, ça c'est quand même joli, avait porté un avis favorable, et donc on a suivi naturellement quand vous l'avez proposé. Donc voilà ce que je voulais dire sur le dispositif Territoire numérique éducatif. Vous dire aussi que donner la voix aux élèves, donner les mots des élèves par l'écriture, c'est extrêmement important. Et donc,
il y a un moment, on parlait aussi du triptyque dire, lire, écrire dans l'éducation nationale, c'est toujours d'actualité. Donc aujourd'hui, les enseignants travaillent beaucoup aussi avec la voix, la web radio, les chants, etc. Ils travaillent aussi la voix à travers les vidéos. Ils travaillent aussi sur les messages écrits, bon, avec la plume. Et bien nous, on a essayé de mettre en place un autre triptyque. On a porte-plume, on a porte-voix, c'est notre radio académique, et on a porte-vue aujourd'hui qui va naître et qui va nous permettre de faire parler les élèves dans une vidéo et d'accompagner les élèves, les enseignants à la formation de vidéos pour faire parler les élèves de ce qu'ils ont appris, compris, grâce à des dispositifs comme ici. Excusez-moi, je fais un petit peu de promotion du travail qu'on fait dans l'académie, mais je trouve un peu normal qu'on puisse partager aussi avec l'ensemble des personnes présentes, qui sont la plupart du temps des enseignantes et des enseignants ici, et montrer aussi que la valeur ajoutée du numérique, aujourd'hui, elle doit être argumentée, plus que jamais. Je vais vous citer, vous avez peut-être parcouru la commission écran, la recherche... le temps retrouvé, hein, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Je crois qu'il faut aussi faire attention. Moi, je mets en garde les enseignants de tout ce qui se dit au niveau des médias par rapport aux écrans. Il y a des publications plus médicales que scientifiques, pédagogiques et universitaires qui mettent plus en avant la panique morale plutôt que l'intérêt d'un écran maîtrisé et le développement des interactions entre enseignants, entre adultes et enfants. Donc je voulais mettre un point d'attention. Je dépasse peut-être un peu les minutes, mais pour conclure, je crois que je ne sais plus ce que je voulais dire pour conclure, mais je crois qu'il faut absolument garder la main sur un numérique éclairé et qu'on ne s'embarque pas du numérique à 100% dans la classe, mais qu'il faut repérer vraiment les valeurs ajoutées. Je crois que Plume en est une, et j'espère vraiment que nous allons travailler sur... nous allons vivre une belle aventure avec les élèves et les enseignants. Ça me revient l'idée. J'ai oublié aussi les parents, parce que les parents là-dedans, je crois qu'ils ont... Élodie, tu en as très bien parlé par rapport aux fautes d'orthographe. On essaie de mettre en place une réforme de l'orthographe qui date de 90, qui ne prend pas. À un moment donné, il faut essayer de savoir vraiment c'est quoi écrire, pourquoi on fait écrire les élèves. Voilà. Et le plaisir, c'est ça la réussite. Merci à toutes et tous. Voilà, merci beaucoup. Et Thierry nous a, depuis 2019, mis en garde et apporté à la culture de Plume. On ne parle pas de faute chez Plume, on parle d'erreur. Merci pour ça. Stéphanie, merci d'être parmi nous. Vous êtes enseignante, directrice, et vous faites partie donc des 330 enseignants qui seront impliqués sur le projet. Qu'est-ce qui vous a décidé à intégrer ce projet ? Je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup Juliette. Oui, alors en effet, je suis directrice d'une école rurale dans le Cher. Nous sommes 5 classes de la petite section au CM2. Et nous sommes donc école pilote TNE depuis cette année, et nous nous lançons aussi dans le dispositif Émile cette année. Nous nous interrogeons beaucoup sur justement l'écrit, la production d'écrit avec nos élèves. Comment gérer l'hétérogénéité entre ceux qui produisent énormément, voire même qui se perdent dans leur écrit, et ceux qui produisent pas peu, je veux dire. Et puis aussi comment les aider après à se corriger. On s'interroge aussi sur nos élèves qui maintenant sont ultra connectés, comme tu l'as dit tout à l'heure, et comment on va pouvoir les aider justement. Ah, pardon. Bon. Je parle peut-être pas assez fort. Ah si, c'est mieux là. Et donc nos élèves sont ultra connectés, effectivement, et comment on va pouvoir les aider eux, mais aussi leurs parents, à pouvoir aller vers le numérique éducatif. Donc on est 2 collègues dans l'école à s'être inscrites à ce projet de recherche. On attend beaucoup, et je suis très contente ce matin d'être là et d'avoir entendu tout ce dispositif. On a hâte d'avoir les résultats et puis de pouvoir commencer. Merci. Merci infiniment Stéphanie pour ce témoignage. J'aimerais donc maintenant passer la parole à Christophe. Christine en a parlé de l'essaimage, l'importance de l'essaimage. Quelle perspective ouvre un projet tel que celui-là pour l'Académie d'Orléans-Tours que tu représentes aujourd'hui ?
Oui, merci Juliette. Alors je voudrais juste revenir un peu sur un off qui s'est passé pendant votre présentation où quand on a préparé, tu m'as dit pourquoi on s'engage dans cette recherche. Et juste à côté, Stéphanie, pendant la présentation, dit ça va être chouette. Rien que ça, au niveau d'une enseignante, et on a un deuxième enseignant avec nous qui est dans la même perspective, rien que ça, c'est un moyen pour nous de se dire on est dans la bonne direction. Pourquoi aussi on s'est engagé, et je répondrai à la question de l'essaimage après, c'est parce qu'en tant qu'inspecteur de circonscription et inspecteur en charge du numérique éducatif, lors des rendez-vous de carrière, beaucoup d'enseignants me disent on a du mal avec la production d'écrit. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les rendez-vous de carrière. Et on se rend compte avec le développement du plan français qu'un tiers des constellations, c'est sur la production d'écrit. Il y a une très forte demande de la part des enseignants. Donc Plume, pour nous, ça va être aussi une plus-value par rapport à ça. Pourquoi on a voulu aussi nous s'engager? Alors moi je représente le département du Cher, mais l'Académie d'Orléans-Tours est engagée avec nous. Le département du Cher est un département TNE, comme a évoqué Christine par rapport au Finistère. Nous, on a besoin de tester des applications, de se mettre dans des recherches pour voir l'intérêt que ça peut avoir, et vous l'avez tous dit à travers vos témoignages, pour les élèves, puisque le cœur de cette recherche, c'est les élèves, mais pour les enseignants aussi. Et c'est vrai que tu as parlé aussi des parents, et je pense qu'ils ont une part aussi importante dans tout ça. On a fait le choix, nous, dans le Cher, dans le cadre du TNE, d'avoir 10 écoles pilotes. Stéphanie l'a mentionné, elle fait partie d'une des écoles pilotes. Ces écoles pilotes, on leur fait un peu tout tester. On les emmène avec nous dans plein de choses, et on les a emmenés dans Plume, pour certaines. Et on a emmené 25 enseignants en plus dans cette recherche, parce que pour nous, on est sur un territoire rural, mais on est aussi sur une académie qui est rurale et qui a aussi des particularités de métropole avec Orléans et avec Tours. Et l'idée, c'est de se mettre dans cette recherche, mais à un moment donné, d'essaimer sur les autres territoires, parce que ce que va nous apporter la recherche, on va pouvoir le porter auprès déjà de notre territoire du Cher, mais aussi auprès du territoire de l'académie. Et ça va aussi nous permettre d'échanger avec les autres académies. On voit qu'il y a 4 académies engagées. Forcément, ce qui va se passer dans les autres académies, on va regarder aussi et du même côté. Donc cet aspect SMH, pour nous, il est important parce qu'on veut répondre à un besoin des enseignants pour les élèves, parce que ça, on n'oublie pas. Et on est aussi, nous, engagés depuis très longtemps, vous l'avez évoqué, sur le P2IA. Et dans la feuille de route du TNE qu'on a mis en place, on a cette volonté d'aller vers des applications qui vont être au service des élèves. Donc voilà pourquoi on est engagé à vos côtés. Et on attend beaucoup de cette recherche pour justement, lors de nos rendez-vous de carrière, lors des formations qui sont faites aussi par nos formateurs, d'avoir des réponses. Et cette recherche va être une des réponses. Merci infiniment, Christophe. Olivier, vous êtes maître spécialisé, donc la gestion de l'hétérogénéité, ça vous parle particulièrement. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet ? Oui, donc moi je suis enseignant spécialisé en RAZ, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Donc effectivement, l'outil Plume nous parle, nous enseignants spécialisés, puisqu'il peut répondre à tous les élèves, et en particulier aux élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Vous parliez tout à l'heure de personnalisation. Alors j'ai bien compris que c'était pas la personnalisation des élèves, mais la personnalisation du parcours. Et effectivement, nous, en tant qu'enseignants spécialisés, on va s'intéresser à ça, à l'individualisation du parcours, tout en répondant à une question collective. Et je trouve que l'outil Plume peut permettre ça. C'est-à-dire que dans une situation collective, je vais venir répondre à des parcours individuels. Nous, en tant qu'enseignants spécialisés, c'est ce qu'on recherche. Vous avez également parlé d'enseignement explicite. Nous, c'est un peu le cœur de notre métier, l'explicitation des procédures des élèves, comprendre comment on fait, pourquoi. Donc effectivement, un peu comme Stéphanie, sur le terrain, on a des fourmis dans les jambes d'intégrer le projet d'expérimentation. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci infiniment, Olivier. Pour terminer ce temps de conférence et avant d'éventuellement donner la parole à nos auditeurs ici présents, si vous avez des questions, peut-être terminer par le mot de la fin et sur les perspectives d'innovation technologique et pédagogique qu'ouvre ce projet.
Merci beaucoup et merci pour la qualité vraiment de toutes vos interventions. Alors, les perspectives de recherche, elles sont d'une part pour le ministère la possibilité de récupérer en fait tous les modèles qui ont trait à ce test de positionnement dont a parlé Thierry, puisque notre ambition c'est de permettre au ministère d'avoir pour les évaluations nationales en fait la capacité d'évaluer l'écrit. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on propose et le livrable de ce projet. Et c'est dans ce cadre que le SGPI a souhaité financer le projet, puisque c'est quelque chose qui restera et qui permettra de faire avancer les procédures d'évaluation et par conséquent les procédures de remédiation à tous les moments en fait, de la scolarité des élèves. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Sur le plan de la communauté éducative dans son ensemble, le projet de recherche a une ambition de laisser quelque chose pour les évaluations nationales. Premier point. Deuxième point, c'est le sujet de la posture enseignante et des gestes enseignants. Notre ambition, et on va avoir des temps de formation avec Thierry et des chercheurs avec les enseignants, c'est de réfléchir et de permettre aux enseignants d'être formés sur le geste enseignant pour enseigner la production d'écrit. Donc ça, on a vocation vraiment d'essaimer sur ce sujet pour que des temps plus longs soient consacrés à l'apprentissage de l'expression écrite et surtout que cet apprentissage, il porte ses fruits. Voilà. Et pour Plume, notre ambition, c'est bien évidemment d'avoir ce test de positionnement dont tu parlais, le sujet d'être en capacité de proposer des feedbacks. Nous, notre moteur d'intelligence artificielle, il s'établit sur plus d'1 million en fait, d'écrits d'enfants qu'on a à disposition collectés en fait tout au long eh bien, de notre travail. On souhaite pouvoir construire des parcours sur mesure et personnalisés et demain générer en fait sur mesure des activités pour ces élèves qui seraient à la main de l'enseignant après ce test de positionnement, suggérer les groupes de besoins les plus pertinents pour nos collègues enseignants, proposer des activités sur mesure, puisqu'évidemment aujourd'hui un enseignant ne peut pas proposer 30 supports différenciés pour ses élèves, c'est bien évident. Eh bien demain, on espère lui proposer vraiment des activités sur mesure pour vraiment travailler au mieux la production d'écrit dans la classe, puisqu'on a souligné ô combien c'est important pour faire avancer tous nos élèves. Et je terminerai en disant que la production d'écrit, c'est vraiment un sujet dont on doit tous se saisir, puisque c'est un enjeu d'égalité pour tous nos élèves. Hein. Avoir de bonnes compétences scripturales, c'est pas juste avoir une vie scolaire réussie, c'est aussi des aptitudes qui nous permettront socialement d'avoir accès à un certain nombre de démarches, d'avoir un travail, de communiquer les uns avec les autres, de se faire comprendre et dire qui on est. Donc en fait, c'est vraiment hyper important de se pencher sur l'apprentissage de l'expression écrite. Ça constitue vraiment l'individu dans son devenir et pas seulement sa scolarité, puisque l'école n'a pas vocation à faire de bons petits élèves, l'école a vocation à faire des citoyens qui sont quand même heureux. C'est quand même tous notre ambition. Donc on souhaite vraiment que les enseignants puissent voir leur travail grandement aidé grâce à ce projet et apporter plus d'égalité dans l'apprentissage de l'expression écrite. Le bonheur et le plaisir pour reboucler et terminer cette conférence. Merci à tous. Est-ce que dans la salle parmi vous, il y a certaines personnes qui auraient des questions ou des interrogations à l'issue de ces témoignages ? Thierry ? Je voudrais préciser un point parce que effectivement le monde enseignant, et vous l'avez dit, vous êtes très souvent dépourvu de connaissances, de pratiques pour aller enseigner l'écriture. Il faut comprendre aussi que du côté de la recherche, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde le nombre d'équipes qui travaillent à l'international ou en France sur la lecture et la compréhension, on peut multiplier par 10 ou par 15 par rapport aux travaux qui se font et le nombre d'équipes qui travaillent sur l'écriture. Si je compte mes collègues en France, maintenant, sur la production d'écrits, on est probablement moins d'une vingtaine. Donc vous imaginez, j'entends les universitaires et pas que les chercheurs CNRS. Quand on regarde à l'international, c'est la même chose. On observe cette même disproportion entre les travaux sur la lecture et les travaux sur l'écriture. Pour autant, il y a des travaux fondamentaux qui ont été faits sur les méthodes d'apprentissage
d'apprentissage et d'acquisition des compétences par un groupe de collègues et un couple, en fait, c'est un couple, Steve Graham et Karen Harris. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, Graham et Harris. Ils ont mis au point une méthode d'apprentissage de l'écriture basée sur l'autorégulation et ils ont produit ces dernières décennies ce qu'on appelle des méta-analyses. Alors, des méta-analyses, ce sont des analyses d'expérience qui vont travailler à partir de tous les résultats statistiques pour voir si, sur les articles qui sont publiés sur un sujet particulier, il y a véritablement un résultat scientifique. Et en fait, ils ont produit des méta-analyses à tous les niveaux scolaires, pour tous les cycles, jusqu'à l'âge adulte. Et leurs méta-analyses montrent clairement que les méthodes qu'ils ont mises au point sont très efficaces pour faire apprendre l'expression écrite. Et c'est là-dessus que je voulais finir, c'est qu'effectivement, sur l'orthographe, les erreurs d'orthographe, on connaît à peu près le fonctionnement d'individus. Un collègue très réputé en psychologie cognitive, Jonathan Granger, dit qu'il a cassé le code de l'orthographe en lecture, mais on commence à l'avoir aussi en écriture. Toute la question, c'est de l'expression écrite. Et donc, je vous recommande aussi, si vous avez les possibilités, d'aller lire un petit peu la littérature internationale et de chercher sur Graham et Harris. On travaille avec quelques collègues, une collègue à Clermont-Ferrand aussi, pour essayer de ramener ces méthodes-là en France. C'est assez difficile. Mais en tout cas, voilà, retenez l'idée, c'est qu'effectivement, nous, au niveau de la recherche, on est assez dépourvus aussi. On est très peu. Et donc j'espère que ce projet, j'espère que ce projet va permettre de lancer quelque chose aussi, puisque toute la question, tu l'as dit, c'est bien le parcours et l'individualisation, la personnalisation des parcours. Et je reprends les mots d'une personne qui est dans l'Assemblée, en la personne de Sébastien Méjean, qui m'a demandé en webinaire la semaine dernière, mais Aude, ce qu'on fait, c'est unique au monde? Et la réponse est oui, Thierry, oui, Sébastien, c'est unique au monde. Donc bravo pour ce beau projet de recherche, Thierry. Eh bien, merci d'avoir été présent parmi nous ce matin. Merci au ministère pour son soutien, au SGPI et à la Banque des Territoires, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour concrètement. Et dans le cadre de France 2030, je le rappelle. Voilà. Merci à tous.